Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord les organisateurs des Assises guyanaises d'infectiologie et de médecine tropicale de me permettre de présenter aujourd'hui les enjeux de l'élimination du paludisme en Guyane et plus largement en Amazonie, tant au niveau des populations plasmodiales que des populations humaines qui sont touchées, ainsi de vous montrer l'ensemble des activités conduites en tant que communauté de lutte contre le paludisme sur notre territoire. Donc tout d'abord, la situation amazonienne vis-à-vis du paludisme est plutôt hétérogène. Donc le nombre de cas a tendance à baisser, bien qu'avec des rebonds réguliers et une hausse de la transmission, telle que nous avons pu l'observer notamment l'année dernière en 2023 dans de nombreux pays. Donc le pays rencontrant la plus forte incidence reste le Venezuela à l'heure actuelle et avec des situations très hétérogènes, puisque le Suriname cette année va demander à l'Organisation panaméricaine de la santé d'être certifié comme une zone exempte de transmission de paludisme, puisque ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas eu de cas de paludisme autochtone. Au Guyana, c'est encore plus de 28 000 cas par an qui sont recensés, dont 40% à Plasmodium falciparum, ce qui est le signe de difficulté en termes d'accès au diagnostic et aux soins. Et puis un nombre de cas, ça je pense que mes collègues vous l'ont largement présenté depuis ce début de matinée, un nombre de cas de paludisme en Guyane qui a largement augmenté depuis la fin d'année 2023, avec 338 cas recensés cette même année. Malgré tout, le Suriname et la Guyane font partie de l'initiative E2025 de l'OMS qui regroupe les pays qui pourraient tenter d'éliminer le paludisme au plus vite. Donc les enjeux au niveau parasitaire, que ça soit lié à Plasmodium falciparum, donc là on va regarder les enjeux à l'échelle amazonienne puisque 20% des cas en Amazonie sont liés à cette espèce, que ceux liés à Plasmodium vivax. Aujourd'hui, 100% des cas en Guyane sont dus à Plasmodium vivax et 80% des cas en Amazonie. Donc concernant Plasmodium falciparum, ce qu'il faut savoir, c'est que notre région amazonienne est une zone de forte sélection des résistances vis-à-vis des molécules antipaludiques utilisées pour traiter le paludisme. Donc à ce jour, pour traiter Plasmodium falciparum dans le monde, 6 associations sont recommandées. Parmi ces 6, 3 ne peuvent pas être utilisées dans notre région pour des raisons de résistance. Donc artésunate amodiaquine, parce que la résistance à l'amodiaquine est croisée avec la résistance à la chloroquine et qu'encore 25% des cas de notre région résistent à cette molécule. Artésunate mefloquine parce que des amplifications du gène PFMDR1 sont retrouvées dans environ 5% des cas de Plasmodium falciparum dans notre zone et que par ailleurs, la sélection de parasites résistants à la mefloquine est assez rapide. Enfin, nos parasites régionaux résistent à la sulfadoxine pyrimétamine et l'ensemble de ces parasites sont concernés puisque la résistance est fixée au sein de la population parasitaire, c'est-à-dire qu'elle concerne l'ensemble des parasites de la population. Intéressons-nous maintenant à l'alternative dihydroartémisinine piperakine. Donc cette association dihydroartémisinine piperakine a été utilisée pendant quelques années donc par les militaires, plus particulièrement les légionnaires, pour traiter les axes à Plasmodium falciparum. Rapidement, on s'est rendu compte qu'on observait des cas d'échec thérapeutiques et des études plus approfondies menées au laboratoire de parasitologie ont permis de montrer qu'en fait cette résistance a commencé à être sélectionnée en Guyane dès 2002 pour atteindre en 2018 80% de la population parasitaire, sachant que quand le parasite résiste à la piperakine, ce sont des échecs thérapeutiques dans plus de 2/3 des cas pour les patients. Grâce à nos partenariats et nos différents collaborateurs à l'échelle amazonienne, nous avons regardé quelle était la situation globalement en Amazonie des Plasmodium falciparum circulant dans la zone. Et il s'est avéré que cette résistance était spécifique des pays du plateau des Guyanes, du Guyana, du Suriname et de la Guyane. C'est donc plus une alternative pour pouvoir traiter les gens atteints de paludisme à Plasmodium falciparum. Si vous voulez plus de renseignements sur ce travail, je vous invite à consulter la publication qui a eu lieu cette année dans Lancet Infectious Disease ou de vous rapprocher de Célia, qui vous a présenté lors d'une présentation rapide ce midi ses résultats.
Donc, si l'on s'intéresse maintenant aux dérivés de l'artémisinine, qui sont le point commun à toutes ces associations d'antipaludiques, on a eu des inquiétudes à la fin des années 2010 avec l'identification d'un foyer d'émergence de résistance au nord du Guyana. Ça a été le travail de Loana Mathieu au cours de son doctorat au sein du laboratoire. Mais depuis, donc, nous avons continué à surveiller attentivement l'émergence de cette résistance auprès d'à peu près 3000 échantillons collectés dans ce pays en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, qui nous ont permis de montrer que le foyer était éteint et ne s'était pas dispersé à l'ensemble de la population parasitaire, ce qui est donc une bonne nouvelle. Donc, si on fait le bilan, l'artéméter luméfantrine, qui représente 3/4 des traitements distribués dans le monde, donc qui est une association majeure, reste efficace dans notre région. Donc, par contre, effectivement, les alternatives s'amenuisent et il est important de ce fait, vis-à-vis de cette association, de continuer une surveillance rapprochée, que ce soit in vitro au laboratoire ou in vivo chez les patients à qui on prescrit ce traitement, et d'avoir une utilisation raisonnée indispensable et de limiter au maximum l'automédication par cette association qui reste cruciale dans notre région. Enfin, la dernière association à base de dérivés d'artémisinine qui a été commercialisée dans le monde, c'est la pyronaridine artésunate, du nom commercial de Pyramax, qui n'est pas encore été déployée en Guyane, mais qui est une possible alternative efficace dans notre région. Je vous invite pour cela à consulter le poster présenté par Swahili Sautier, qui réalise son doctorat actuellement au laboratoire avec pour sujet la sensibilité à la pyronaridine. Donc, on voit bien que l'on a un enjeu majeur au niveau des antipaludiques et il est important de garder en tête que les derniers parasites qui vont circuler seront les plus résistants et que par ailleurs, une étude approfondie de l'évolution de l'information génétique des parasites ces 20 dernières années en collaboration avec l'Université d'Harvard et le Broad Institute nous a permis de montrer aussi que les derniers parasites qui circulent sont ceux qui se transmettent le plus rapidement en générant le plus rapidement possible des gamétocytes. Donc nous sommes sur un territoire aussi entièrement réceptif au paludisme, c'est-à-dire que sur une grande partie de ce territoire, les anophèles sont présentes et il suffit d'apporter des parasites. Si les zones sont habitées par des êtres humains, un foyer de transmission peut se mettre en place. Donc on voit bien sur la courbe ici qui retrace le niveau de transmission de ces 10 dernières années que Plasmodium falciparum a été quasiment éliminé de Guyane. On a cependant des importations régulières, notamment d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui sont aussi à surveiller, ainsi que des migrations entre les différentes régions du pays d'Amazonie, on va dire, du plateau des Guyanes et plus largement. Vous voyez ici représenté sur la carte les échanges de cas à Plasmodium falciparum, en bleu entre les différents États du Brésil, ou en rouge entre les différents pays entre eux. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup de mouvements de population et de parasites à l'échelle du plateau des Guyanes, mais également plus largement à l'échelle amazonienne. D'ailleurs, nous avons pu observer, je pense que tout le monde s'en souvient, en juillet 2023, 6 à 7 cas recensés sur la commune de Maturi. Nous les avons pu les caractériser. En fait, ces cas étaient d'origine d'une transmission clonale, donc un parasite, enfin je veux dire, des parasites ont été importés par un cas index qu'on a pu difficilement identifier, et puis ensuite une transmission clonale a commencé à avoir lieu. Ces parasites étaient résistants à la chloroquine et originaires de la région amazonienne. L'analyse de leur génome nous a permis de montrer ces spécificités. Donc au-delà de Plasmodium falciparum, je vais aborder maintenant les enjeux liés à Plasmodium vivax. Donc concernant Plasmodium vivax, espèce qui représente aujourd'hui 100% des cas transmis de façon locale, en tout cas en Guyane en 2023 et en 2024. Donc vous pouvez voir qu'on a eu un large rebond à la fin de l'année 2023 et que le nombre de cas en 2024 est sensiblement équivalent à ceux observés en 2023, même si l'année n'est pas encore terminée. Donc l'élimination de la transmission vis-à-vis de cette espèce est particulièrement compliquée par des caractéristiques biologiques propres que je vais vous présenter. Donc chez Plasmodium vivax, contrairement à Plasmodium falciparum, les gamétocytes, donc formes qui peuvent se transmettre aux moustiques,
sont présentes très rapidement dans le sang et dans la circulation sanguine. Donc, dès que le patient commence à avoir des symptômes, les gamétocytes sont déjà là et la personne peut transmettre les parasites à des moustiques. Par contre, quand même, la bonne nouvelle, c'est que ces gamétocytes-là disparaissent dès 4 jours suivant le début du traitement, avec une demi-vie de 4 heures si les personnes sont traitées par des dérivés de l'artémisinine et 20 heures s'ils sont traités par la chloroquine. L'autre caractéristique qui complique largement la lutte contre Plasmodium vivax, c'est la présence de formes dormantes dans le foie que l'on appelle des hypnozoïtes. Et en plus, l'espèce et les particularités des Plasmodium vivax amazoniens, vous voyez ici tout en haut de ce graphe, que l'on appelle les souches Chesson, c'est qu'elles sont capables de générer plusieurs reviviscences à distance de l'accès initial, et ce quasiment tous les mois de manière très synchronisée. Donc on peut avoir jusqu'à 4, 5, 6 reviviscences chez une personne qui a été impaludée. Donc pour éviter ces reviviscences, il est nécessaire de traiter les gens donc par un premier traitement qui est aujourd'hui la chloroquine, associé à un deuxième traitement anti-hypnozoïtaire qui est pour l'instant sur notre territoire la primaquine. Donc la couverture par la primaquine a été complexe. Quand on a commencé à l'évaluer en 2017-2018 dans les CDPS, elle était autour de 5%. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui en 2024, mais en tout cas, l'ensemble des acteurs de la lutte contre le paludisme en Guyane a largement œuvré ces dernières années pour tenter d'augmenter cette couverture. Donc des limitations réglementaires tout d'abord, avec des autorisations d'accès précoce administrativement complexes qui sont en voie d'être levées, puisque en début décembre, il devrait y avoir une autorisation de mise sur le marché qui simplifiera largement l'accès de la primaquine pour les prescripteurs. Ensuite, on est maintenant aujourd'hui en capacité d'effectuer des dosages plus rapides avec des méthodes performantes qui ont été récemment évaluées par Yassamine Lazrek au sein du Centre national de référence en collaboration avec l'hôpital de Cayenne et avec l'hôpital Henri Mondor et des spécialistes du globule rouge. Et puis, on a aussi un dosage enzymatique qui est la méthode de référence, qui est maintenant présent sur le territoire, qu'on peut donc obtenir plus facilement que lorsqu'il fallait envoyer le tube en métropole avant d'avoir le résultat. Donc la problématique de prescrire de la primaquine, c'est qu'il faut donc s'assurer que la personne ne soit pas porteuse d'un déficit en G6PD. Donc aujourd'hui, le déficit en G6PD est bien caractérisé sur le territoire, avec une prévalence plutôt faible, inférieure à 1% dans les zones impaludées, tout particulièrement de l'Est guyanais, avec des populations d'origine brésilienne et métisse amérindienne. Et les gènes responsables des déficits que l'on a retrouvés, A- et Mexico City, génèrent généralement des déficits modérés en G6PD. Nous avons par ailleurs au laboratoire développé des supports de communication pour expliquer le déficit en G6PD qui sont disponibles à tous les cliniciens qui en auraient besoin ou les pédiatres qui se verraient dans l'obligation de prescrire cette molécule ou d'autres antibiotiques qui présentent les mêmes problématiques et contre-indications. Cependant, à ce stade, on a encore des enjeux vis-à-vis de la primaquine, puisque on a pu observer de nombreux patients qui faisaient des reviviscences post-primaquine, notamment chez les militaires, qui sont en cours d'investigation. Donc là encore, Richard Naginan a pu vous présenter les résultats vis-à-vis de ces reviviscences. Donc ces échecs sont vraiment à explorer dans le détail. Il faut que l'on puisse réaliser des dosages médicamenteux et nous avons commencé au laboratoire à mettre en place le génotypage du cytochrome P450 humain, puisque plus qu'une résistance parasitaire, il s'avère que souvent les échecs à la primaquine sont dus à un mauvais métabolisme de la primaquine en son métabolite actif, la carboxyprimaquine. L'autre problématique vis-à-vis de la primaquine, c'est qu'on a pu observer que l'observance chez les patients était plus que limitée. On a pu l'évaluer au cours de notre étude Palustop autour à peine à 60% de bonne observance, du fait que le traitement soit long, mais probablement aussi d'autres déterminants sociaux ou des défauts d'explication de l'intérêt de prendre complètement ce traitement.
l'équipe Malakith-Kurema a commencé à explorer ça dans la population des orpailleurs. Nous allons le faire plus dans le détail dans les populations tout venant et d'origine notamment amérindienne régulièrement impaludées. Donc j'en viens du coup aux enjeux au niveau de la population humaine, des populations vivant dans les zones à risque, qui sont généralement des zones isolées, avec des personnes présentant un niveau de connaissance vis-à-vis du paludisme limité et des barrières culturelles et linguistiques importantes avec les personnes en charge du soin et de la prévention et de la lutte contre le paludisme. Donc ces zones impaludées, vous les voyez ici représentées sur la carte du risque de paludisme en Guyane établie par Santé publique France. Donc bien évidemment, tout l'ensemble des zones orpaillées avec le programme Malakith que je ne vais pas vous présenter et dont Maëlys vous a pu vous parler dans le détail dans la présentation précédente, mais également de zones périurbaines, comme on l'a pu le constater dans la fin d'année 2023 sur les communes de Matoury, Montsinéry, Cacao, qui entraînent des problématiques d'accès aux soins, ou encore ce qu'on a pu caractériser par du dépistage actif à Saint-Georges en 2017, avec des prévalences très importantes, en moyenne entre 8 et 10%, mais avec des quartiers, dans les quartiers les plus éloignés, qui peuvent aller jusqu'à 25% de personnes porteuses de parasites. Donc on voit là qu'on est dans des portages qui est sensiblement identique à ce qui est observé en zone orpaillée. Donc les recommandations, c'est de poser un diagnostic dans les 48 heures, et ça on a encore des difficultés sur les territoires à atteindre ces 48 heures pour différentes raisons, dont certaines ont pu être mises en exergue encore lors de l'épidémie de fin 2023. Donc l'enjeu d'un territoire en élimination de paludisme, c'est de garder les bons réflexes vis-à-vis de cette pathologie, parce que le moins les gens voient de cas de paludisme, le moins ils pensent au paludisme quand les gens sont symptomatiques. Par ailleurs, la symptomatologie de Plasmodium vivax est quand même peu spécifique et parfois limitée, ce qui fait aussi que les patients consultent tardivement et restent donc avec leurs parasites et leurs gamétocytes à transmettre dans la zone où ils habitent plutôt que de venir pour un diagnostic et pour un traitement. Enfin, on a pu se rendre compte que c'était vraiment fondamental que lorsque le diagnostic est posé dans un laboratoire de ville ou à l'hôpital, la goutte épaisse a vraiment un rôle fondamental à jouer. On pourra revenir dans les questions sur ce point ou si vous le souhaitez par mail par exemple. Et enfin, on a pu observer un impact très important des coépidémies lorsqu'il y avait une épidémie importante de dengue et une résurgence de paludisme. L'offre de soins, qui est parfois des fois assez limitée, a été là complètement dépassée et avec des retards diagnostiques avérés. Donc, comme je vous le disais, donc l'étude que nous avons pu mener en collaboration avec l'hôpital en 2017 autour de Saint-Georges de l'Oyapock a pu montrer que le fait d'habiter une zone éloignée du centre de santé et dense en anophèles, de façon logique, était facteur de risque à être porteur de parasites. Et également, de façon assez surprenante, on n'a pas encore vraiment exploré les déterminants et compris pourquoi, que ce soit à Saint-Georges en 2017 ou à Favard en 2024, les personnes âgées de 15 à 24 ans étaient tout particulièrement porteurs de parasites. En tout cas, 15 ans et plus est un facteur de risque de portage de parasites. Souvent, en plus, ces zones à risque se trouvent dans des zones transfrontalières et l'analyse fine par Hélène Tréhard des mouvements des populations inclus dans l'étude Palustop en 2017 montre qu'il y a de façon peu surprenante finalement vu que c'est des bassins de vie, mais d'importants mouvements avec les zones amérindiennes brésiliennes. Donc je vous montre ici un graphique qui montre que les Brésiliens, nos collègues brésiliens ont pu largement maîtriser la transmission du paludisme dans les zones orpaillées en 2023, mais difficilement, beaucoup plus difficilement dans les zones amérindiennes. Donc on est là face à un enjeu amazonien et transfrontalier commun que de voir comment on touche ces populations culturellement et linguistiquement éloignées. Donc 90% de non francophones sur la commune de Saint-Georges sont les résultats de l'étude Palustop, et 60% de culture amérindienne, donc en parlant une langue amérindienne ou le créole guyanais.
On a pu donc identifier aussi que le niveau de connaissance des personnes était faible, avec 30% de personnes avec un faible niveau, malgré les antécédents de paludisme chez plus de 2/3 des cas, davantage chez les jeunes de culture amérindienne et corrélé avec le fait de ne pas avoir fait d'études au-delà de l'école primaire. On a pu aussi constater probablement une approche, une verbalisation inadéquate lorsqu'on approche les gens et qu'on leur parle du paludisme en leur disant allez vous faire diagnostiquer lorsque vous avez de la fièvre, et on s'est rendu compte que moins d'une personne sur deux identifiait réellement ce que voulait dire avoir de la fièvre. Donc là encore, il y a tout un travail à faire sur passer ces messages. Donc 46%, la population est en attente, puisque 46% des gens en 2017 déclaraient ne pas avoir suffisamment d'informations sur comment prévenir le paludisme. Donc la médiation en santé est vraiment une approche fondamentale. Celle-ci a été initiée donc au moment de Palustop. Ça a montré une telle efficacité au moment de l'épidémie de 2017 que ça a été pérennisé grâce à un financement ARS au sein des CDPS de l'hôpital avec la création des équipes mobiles qui aujourd'hui déploient de nombreux supports pour sensibiliser les populations et renforcé en 2023-2024 avec les interventions de la Croix-Rouge sur le terrain dans le cadre des dépistages actifs conduits dans le cadre du programme. Enfin, au niveau du laboratoire, nous poursuivons nos interventions en milieu scolaire et renforcerons ces approches pour continuer à innover sur comment toucher le plus largement les gens et qu'on puisse faire passer les messages importants sur le fait de se diagnostiquer rapidement, de se traiter complètement. Ça paraît assez simple, mais finalement, c'est des notions complexes, surtout lorsqu'on parle de Plasmodium vivax qui nécessite 2 traitements, qui a des particularités biologiques importantes. Donc notre approche que l'on va conduire dans les mois et les années qui viennent en lien avec le département des CDPS et l'ENSPEC, ce sera d'affiner les messages avec une approche de paludologue, de sociologue et de spécialistes en médiation de la santé, donc une approche pluridisciplinaire, en s'appuyant sur le retour d'expérience de tous et en évaluant au mieux les actions et les approches déployées pour in fine atteindre l'autonomisation des populations vivant dans ces quartiers potentiellement impaludés ou en tout cas où le risque de transmission peut être présent. Donc l'approche que nous conduisons au Centre national de référence du paludisme est transversale et collaborative. Donc cette présentation est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des partenaires travaillant sur le paludisme et contre le paludisme dans la région et sur notre département. Donc l'hôpital de Cayenne, les centres délocalisés de prévention et de soins, le service de santé des armées, les laboratoires privés, le CNRS, l'ensemble de nos partenaires de la région amazonienne qui nous permettent d'avoir une vision un petit peu plus globale et moins guyanaise centrée de ce qui se passe pour nos parasites et pour nos populations exposées dans la région. Et puis nos partenaires américains, nord-américains, tels que l'Université de Columbia, l'Université d'Harvard et Dan Nifse qui nous fait l'honneur d'être présent à ces assises. Donc 2014, Dan, tu étais là. 2024, on te retrouve. J'espère que tu auras l'occasion de revenir avant 2034. Et puis bien sûr, l'ensemble des financeurs qui nous font confiance et sans qui l'ensemble de ces informations et de ces données sur le paludisme dans la région n'auraient pas pu être obtenues. Voilà, je vous remercie de votre attention.